Bienvenue dans ce voyage au cœur de la République de Platon, l'un des textes les plus puissants de la philosophie occidentale. En 5 épisodes, nous allons plonger dans les grandes questions de la justice, du pouvoir, de la vérité et de l'âme. Un dialogue millénaire, toujours vivant aujourd'hui. Installez-vous, écoutez et pensons ensemble. Des idées de Platon dans la République. On va commencer par une image. C'est Platon, il y a cette idée assez surprenante du bon juge, non? Pas jeune et naïf, mais plutôt âgé. Oui, quelqu'un qui aurait appris l'injustice, mais seulement en l'observant chez les autres, jamais par sa propre expérience. C'est ça. C'est assez contre-intuitif, hein. Ça pose la question de la connaissance, du jugement. Tout à fait. Est-ce qu'il faut vraiment avoir touché à l'injustice pour bien la juger, ou est-ce que l'observation suffit, voire est préférable? Bonne question pour démarrer notre exploration d'aujourd'hui. On va se plonger dans La République de Platon, spécifiquement le livre 4. On va regarder sa vision de la cité idéale, la justice, et puis la formation de ces fameux gardiens. On s'appuie sur les textes, bien sûr. D'accord. L'objectif, c'est de bien cerner les idées clés sur comment il voit l'organisation sociale, les grandes vertus, sagesse, courage, modération, justice, et cette harmonie qu'il recherche partout. Harmonie, oui. Aussi bien dans la cité que chez l'individu lui-même. Exactement. Bon, alors commençons peut-être par l'éducation, celle des gardiens. Platon met en avant un duo, musique et gymnastique. Oui, c'est fondamental chez lui. La musique pour adoucir l'âme, apporter une certaine sensibilité. Et la gymnastique pour le corps, mais aussi pour forger le caractère, l'esprit combatif. Mais il y a un équilibre à trouver, c'est ça? Ah oui, absolument. Attention aux excès. Trop de musique, et hop, on tombe dans la mollesse. Trop de gym, et on risque la brutalité, la raideur. D'accord. Tout l'art, c'est de bien doser, d'harmoniser les deux pour avoir des gardiens qui soient à la fois sages et virils, comme il dit. Équilibrés, quoi. Et pour devenir gardien, ce n'est pas si simple. La sélection est Rude. très rude, oui. Il faut choisir les meilleurs, les plus dévoués au bien de la cité. Et surtout, les tester, les mettre à l'épreuve. Tester leur résistance. Oui, résistance à la corruption. Que ce soit par le plaisir, la peur ou même l'oubli des principes qu'on leur a enseignés. Voir s'ils tiennent bon. C'est là qu'arrive cette idée assez spéciale, non? Le noble mensonge. Ah, le mythe des métaux. Oui, c'est une idée fascinante et très discutée. En gros, Platon suggère de raconter une histoire à tous les citoyens. Une histoire? Oui, comme quoi ils sont tous frères, nés de la terre-mère de la cité. Mais que le dieu, en les formant, a mélangé différents métaux en eux. De l'or, de l'argent. C'est ça. Or pour ceux faits pour diriger, argent pour les auxiliaires, les guerriers, et puis fer et bronze pour les artisans, les agriculteurs. C'est une façon de justifier la hiérarchie. Alors, Oui, mais attention, ce n'est pas une caste fermée, c'est ça qui est important. ah bon? Non, Platon précise bien. Si un enfant né de parents en or se révèle en bronze, il doit aller chez les artisans. Et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est basé sur la nature de l'individu, pas juste sa naissance. Exactement. C'est un mythe pour assurer la cohésion, mais qui intègre une forme de mobilité sociale fondée sur le mérite naturel révélé. Et le mode de vie de ces gardiens, c'est radical. Pas de propriété privée du tout. Non, rien, logement commun, repas en commun. Et interdiction formelle de posséder ou même de toucher de l'or ou de l'argent. Pourquoi si strict? Pour les protéger de la tentation, justement, pour qu'ils restent entièrement tournés vers le bien de la cité, sans intérêt personnel qui pourrait entrer en conflit. Pour qu'ils soient des protecteurs, pas des profiteurs. Voilà, des alliés bienveillants, pas des maîtres hostiles. L'idée, c'est d'éviter que l'élite ne se retourne contre le peuple, en quelque sorte. On imagine bien l'objection, hein. Mais leur bonheur à eux, là-dedans, c'est une vie très austère. Platon anticipe ça. Il prend l'exemple d'une statue. On ne va pas peindre les yeux, qui sont la plus belle partie, avec la couleur la plus riche, si ça gâche l'harmonie de l'ensemble. D'accord. L'ensemble prime sur la partie. C'est ça. Le but, ce n'est pas le bonheur maximal d'un groupe isolé, mais le bien-être et l'harmonie de la cité tout entière. Chacun est heureux en accomplissant bien sa fonction pour le tout. Ok, je vois. Alors, cette cité idéale, quelles sont ses qualités principales? Les fameuses vertus cardinales. Oui, il en trouve 4. D'abord, la sagesse. Pour Platon, elle se trouve dans le plus petit groupe. Les dirigeants, les gardiens parfaits. Pourquoi eux, spécifiquement? Parce qu'ils ont la connaissance, la science de ce qui est bon pour la cité dans son ensemble, pas juste pour une partie. D'accord.
sagesse, ensuite le courage. Là, on pense aux guerriers. Oui, les auxiliaires. Mais attention, ce n'est pas juste être casse-cou. C'est une qualité précise, la capacité de conserver l'opinion juste sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre. Une opinion formée par l'éducation? Exactement. Une opinion solide, qui résiste à tout. Platon utilise l'image de la teinture, une tenture si bien faite qu'elle ne part pas au lavage, même avec les détergents les plus forts, comme le plaisir ou la peur. Jolie image. Et la modération alors? Ah, ça c'est différent. Ça concerne tout le monde, non? Tout à fait. La modération, ce n'est pas l'affaire d'une seule classe. C'est une sorte d'accord, d'harmonie entre tous, dirigeants et dirigés, sur qui doit commander. Une sorte de consensus. Oui, et aussi une maîtrise des désirs par la partie rationnelle. Mais appliquée à toute la cité. On pourrait dire une sorte de self-control collectif. Sagesse chez les chefs, courage chez les guerriers, modération partout. Il reste la justice. J'imagine que c'est la plus importante. C'est la clé de voûte. Une fois qu'il a isolé les trois autres, Platon dit « la justice, c'est ce qui reste. C'est le principe qui permet à tout le reste de fonctionner. » Et c'est quoi ce principe? C'est que chacun s'occupe de ses propres affaires. Que chaque individu et chaque classe fasse la tâche pour laquelle il est fait par nature, sans se mêler de celle des autres. Chacun a sa place, en somme. C'est ça, chacun à sa place, contribuant à l'harmonie générale. C'est ça la justice pour Platon. Elle assure l'unité et la cohésion. Donc l'injustice, c'est le contraire. Le désordre, le mélange des fonctions. Précisément, quand l'artisan veut jouer au soldat, ou le soldat veut gouverner alors qu'il n'en a pas la sagesse. Cette interférence polypragmocine, c'est ce qui mène la cité à sa perte. Et il transpose tout ça à l'individu, c'est ça? L'analogie entre la cité et l'âme. Oui, c'est une étape cruciale. Il dit « Regardons si on retrouve la même structure dans l'âme ». Et il postule qu'on a aussi trois parties en nous. La raison? La raison, qui correspond au dirigeant, le thumos, le cœur, la colère, l'ardeur, qui correspond au guerrier. Et les désirs, l'appétit, lié au producteur. Et la justice dans l'âme, c'est la même chose, l'harmonie. Exactement, l'harmonie intérieure. Quand la raison gouverne, aidée par le thumos pour maîtriser les désirs. Chaque partie fait son job sous la direction de la raison. C'est ça un individu juste. C'est tout à fait ça. Assez élégant comme parallèle. Tout s'emboîte. Donc pour résumer, la justice platonicienne, c'est cette harmonie fonctionnelle, ce chacun à sa place et fait son travail, que ce soit au niveau de la cité ou de notre propre âme. C'est tout à fait ça. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour finir, non? Si cette justice parfaite, cet équilibre, repose sur le fait que chaque partie de la cité ou de l'âme doit constamment brider son envie naturelle d'aller voir ailleurs, d'avoir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de plaisir, comment on maintient cet équilibre? C'est la grande question. Est-ce que c'est juste une belle utopie, un idéal inaccessible? Ou est-ce qu'il y a quand même là des pistes, des idées pour penser nos sociétés, peut-être nous-mêmes, notre propre équilibre intérieur? La question reste ouverte, je crois.